Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Oui, je suis revenu de Floride. Direct dans le budget, dans le huis clos. Bang! 11 milliards de déficit. Tabarouette. Non, mais le fun de vivre au Québec. Yes, vous l'avez vu, on est accompagné ce matin. C'est Renaud Brossard, vice-président des communications de l'Institut économique de Montréal. Je suis vraiment content d'avoir Renaud avec nous. Oui, j'étais au huis clos hier. Oui, j'ai plein d'affaires crunchy pour vous, évidemment. J'ai ma petite vision interne. Mais comme on commence le podcast avec Renaud, vous aurez tout ça dans la partie Patreon. Fait que n'hésitez pas à vous abonner pour avoir vraiment la vision interne du huis clos. Mais on va commencer avec Renaud. Écoute, comment est-ce que tu t'attendais sérieusement à un déficit aussi important hier? Moi, personnellement, je m'attendais à un déficit, ça c'était évident, mais un coup de pelle en pleine face comme ça, 11 milliards, ça frappe l'imaginaire, là. Ah, écoute, en fait, je pense que t'es revenu de Floride sur une douche d'eau froide, essentiellement, là. Ouais. Parce que je dois avouer, j'étais allé prendre une coupe de bière avec Nicolas Gagnon la veille à la Fédération des contribuables. On était en train de se dire, bon, ben, ça va être quoi le déficit? Puis, moi, j'étais à peu près 5-6 milliards. Lui il était pas mal plus pessimiste, il était à 7-8. 11 milliards, je dois avouer, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment pas vu Ouais. venir. Et surtout, 11 milliards de déficit avec un budget qui a Mmh. aucune annonce. Exact. Je me promenais dans le huis clos des médias. Il y avait plusieurs groupes qui étaient là, qui étaient présents. Je veux dire, les groupes à gauche n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait pas d'argent de plus pour leur cause. Les groupes d'entreprises n'étaient pas contents parce qu'il y a certaines subventions qui sont coupées, mais je veux dire, de manière très, très, très mineure, soyons francs, là. Bah oui. Ouais, et Puis les progressive groupes, aussi, là. ouais, puis les groupes comme nous autres n'étaient pas contents parce que 11 milliards de déficit, c'est 11 milliards de plus qui s'ajoutent sur la dette, puis que les prochaines générations vont avoir à payer essentiellement. Non, Mmh. exactement. Puis ce qui était surprenant, c'est qu'il y a il y avait beaucoup de déception dans le sens que les gens n'avaient pas ce qu'ils voulaient dans le budget, mais il n'y avait pas de frustration parce qu'il n'y avait pas de grosses coupes, tout ça, mais il y avait une frustration qui a vraiment ressorti, puis c'est au niveau des journalistes, ça a été assez frappant. C'est au niveau des véhicules électriques. Les journalistes étaient vraiment sacrément parce qu'on allait phasing out les véhicules électriques. Je comprends, il y a beaucoup de journalistes qui chauffent des Tesla, là, mais c'était peut-être une des seules bonnes nouvelles qu'il y avait dans ce budget-là, de finalement sortir de ça. Puis encore là, quand tu lisais le budget, tu te rendais compte qu'ils ont essayé de la passer un peu en dessous du tapis, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment chiffré la mesure. Et ça, toute fin pratique, ils ont dit ben, l'argent qui va être économisé, on va la remettre dans le fond vert, tout simplement. Fait que, tu sais, envoyer dans le trou noir, puis c'est un peu un party, ce Ouais, fonds-là en aussi. genre de phasing out aussi, là, tu sais, ça se fait Oui, pas, genre, ils l'arrêtent pas là, ça va prendre, là, en en 2025, 2027. en 2025, ça va diminuer, puis après ça va diminuer jusqu'à temps qu'en 2027, on atteigne le zéro, là. Donc, finalement, je sais pas, même pas pourquoi on annonce ça, là, finalement, là, tu sais, Ben, en tout cas, c'est un peu n'importe on, quoi, là. on annonce ça un peu pour dire aux gens, écoutez, si vous voulez vous acheter une Tesla, là, faites-le avant le 1er janvier 2025. Là, vous allez encore avoir la pleine subvention. Après ça, ça va être une petite partie de la subvention, puis de moins en moins. Mais c'est vrai, ils ne l'ont Mmh. pas chiffré et c'est une bonne chose de mettre fin à cette crise-là. On sait que c'est une des façons les plus inefficaces de Ouais. réduire du moins les plus coûteuses de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pendant je veux dire, on avait chiffré à l'IADM il y a quelques années, on parle de autour de 300 $ la tonne juste avec le crédit provincial qu'on payait pour chaque tonne d'émissions qui était évitée avec cette subvention-là. Alors que pendant ce temps-là, notre taxe carbone au Québec, le système de plafonnement et d'échange qu'on a, c'est autour de 30-40$ la tonne. Donc, c'est vraiment une mesure qui est très, très, très coûteuse. C'est une bonne chose que le gouvernement y mette fin. C'est quand même 400 millions de dollars qu'on avait dépensé là-dessus l'an passé. Là. C'est C'est énorme. pas rien. Cela étant dit, je veux dire, ça va aller vers comme vous le mentionnez, ça va aller dans le fond vert encore, ça va aller dans une autre mesure qui va être coûteuse, qui va être relativement inefficace, au lieu de retourner dans les poches des contribuables. Non, c'est incroyable. Si on donne juste, Yann, quelques faits saillants, là, que d'ailleurs, toi, tu as sorti, Renaud, dans la communication que tu as faite là, suite à la sortie du budget. Puis je pense qu'évidemment, Yann, tu avais pas mal les mêmes chiffres. Donc, on dit les dépenses en augmentation de 48 depuis le début du gouvernement Legault.
On dit aussi que, bon, le 11 milliards, c'est le chiffre que tout le monde a entendu, ça représente 8 milliards de plus que ce qu'on anticipait en novembre dernier. On dit que le retour à l'équilibre budgétaire ne sera pas fait avant 2029-2030. Bon, qui vivra verra, comme on dit. Un plan de retour à l'équilibre budgétaire, bon, serait designé dans le prochain budget, mais entre-temps, on a un déficit total accumulé qui va être de 31,6 milliards de dollars. On estime que les paiements d'intérêt sur la dette vont atteindre 9,8 milliards de dollars. C'est une augmentation de 27 par rapport au niveau pré-pandémique. Ça, c'est quand même pas rien. Là. Tu dis dans ton résumé, il s'agit d'un montant supérieur à celui alloué au ministère de la Famille. Oui, essentiellement, on dépense plus en frais d'intérêt sur la dette que dans le réseau des CPE. Fait quand on parle de questions d'équité intergénérationnelle, quand on parle de la dette du Québec, c'est une bonne façon de le voir. On dépense presque autant que ce qu'on dépense en enseignement supérieur aussi dans ce domaine-là. Donc, c'est quelque chose qui nous coûte très, très cher à chaque année. Et c'est quelque chose qui risque d'aller en montant aussi au cours des prochaines années. Parce que, bon, on le voit, la dette va augmenter. On a quand même 31 milliards de déficit cumulé jusqu'à la fin du cadre financier. Il n'y a pas juste le déficit cumulé qui fait augmenter la dette, il y a aussi tout ce qu'on a en dépenses en capital. Donc, on a quand même une dette qui va beaucoup monter d'ici là. L'autre chose, c'est quand on regarde au niveau du gouvernement, les prévisions de revenus pour les prochaines années sont relativement optimistes. Les prévisions de contrôle des dépenses sont relativement optimistes aussi. Comme tu le mentionnais, le gouvernement, sous le gouvernement Legault, donc en 6 ans, les dépenses du Québec ont cru de 48 Puis il y en a certains qui vont blâmer la pandémie. Comme le ministre Girard le disait hier, la pandémie, l'effet sur les dépenses permanentes, c'est 3 milliards par année. Fait qu'il y a un autre 47 milliards qu'on ne peut pas vraiment s'expliquer avec ça. Mais de toute façon, juste, je vais peut-être montrer un graphique aux gens. C'est l'Institut Fraser qui a fait ça. Là. Et eux, ils enlèvent les dépenses. Ils ont mis 2 couleurs parce que quand tu enlèves les dépenses reliées à la COVID, aller jusqu'au. Le graphique s'arrête en 2021. Vous allez comprendre la même logique. Donc, dans le graphique, si on voit là, les différents premiers ministres du Québec, puis on voit en rouge à la fin ici, genre de rouge mauve, c'est Legault. Les lignes jaunes que vous voyez en petit en haut, ça, c'est les dépenses liées à la COVID. Mais vous voyez que même si vous enlevez ces 2 lignes jaunes-là, on part par le haut beaucoup là, par rapport au seuil de Philippe Couillard. Là. Absolument. Donc, tu sais, venez pas nous dire ça, c'est juste la pandémie. Non, non, ce n'est pas juste la pandémie. C'est ça, c'est un gouvernement qui est très, très, très dépensier, mais qui fait des discours aux allures un peu conservatrices. Donc, on a des fois l'impression que c'est ceux qui vont avoir une certaine rigueur dans la gestion des finances. Mais non, 48 d'augmentation, on ne dirait pas que c'est ça. Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans les prochaines années, il faudrait qu'on croie qu'il se limite à 2 2,5 d'augmentation des dépenses. Et pendant ce temps-là, qu'on ait 4,5 annuel d'augmentation des revenus, alors que les prévisions économiques ne sont pas si roses que ça. Donc, on a une chance, on a malheureusement une chance que les déficits jusqu'au retour à l'équilibre budgétaire soient beaucoup plus élevés que ce qu'on pense. En fait, c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup parce que quand on accompagne un parti politique, comme j'ai fait hier avec le Parti conservateur du Québec, en toute transparence, c'est là que j'étais, le ministre Girard est venu nous voir, puis ce qui m'a vraiment fessé, c'est le niveau à quel point il était zen. L'année passée, je le trouvais réellement tendu. Il était pas agréable tant que ça. Il se sentait pas à l'aise. Mais hier, il était extrêmement zen. Puis le bout qui a été moins zen un peu, c'est quand je l'ai questionné personnellement sur justement les hypothèses jovialistes du budget de l'année passée. Parce que l'année passée, on prévoyait un déficit de 4 milliards. Ça a fini avec 6,3 milliards de déficit. Principalement parce que l'hypothèse de base dans le budget, c'était qu'il n'y aurait pas de récession, c'était que l'inflation serait sous contrôle et que les taux d'intérêt baisseraient dans l'année et surtout que les fonctionnaires accepteraient la première offre du gouvernement au mois de mars 2023. Qui était de 9 sur 5 ans. C'est ça, on sait tous que ça n'a pas fini là, ça a fini à 17 on sait que les taux d'intérêt n'ont pas baissé. On sait également que l'inflation commence à peut-être être un peu contrôlée, mais ce n'est pas réglé encore. Puis, à toute fin pratique, les 2 derniers trimestres économiques du Québec, c'était des trimestres négatifs. Donc, on est en récession technique au Québec en 2023. Fait que, tu sais, ils se sont fourrés sur leurs 4 hypothèses de base dans le budget. Puis là, quand tu arrives, tu regardes le budget présentement qui nous prédit un déficit de 11 milliards, bien, les hypothèses du scénario économique de base sont plutôt jovialistes. On parle de reprise économique dès le mois de juillet. On parle de baisse de taux d'intérêt de plus de 1 cette année. Fait que là, tu es là, tu te dis, tabarouette, les boys,
Vous n'êtes pas domptés? Je veux dire, vous annoncez 11 milliards de déficit, ça risque de finir à 13 milliards. Puis une des raisons qu'on nous dit justement que l'année passée, on a manqué de notre cible, c'est par exemple la faible hydraulicité. On invente tout le temps, on trouve tout le temps des beaux petits termes, le fun. L'hydraulicité, c'est quoi? Il manquait d'eau dans les barrages. On a vendu moins d'électricité aux Américains. Il manque 1 milliard chez Hydro-Québec. On essaie de nous passer ce sapin-là. Je pense même que c'est 1,5 milliard qui manquerait. Mais là, tu es là, tu te dis, à ta peu, là. À ta peu. C'est parce que dans ton budget, tu dis que tu fais 11 milliards de déficit, puis éventuellement, les déficits des années d'après vont se contrôler. Principalement parce que tu vas demander un effort aux sociétés d'État de sabrer 1 milliard dans leurs dépenses. Tu penses réellement qu'ils vont le faire? De toute façon, je veux dire, on peut regarder aussi les profits d'Hydro-Québec pour les prochaines années. On peut dire bye-bye à ça. Là. Ben oui. Je veux dire, Hydro-Québec regarde un plan d'investissement de 150 milliards d'ici 2035 pour commencer à bâtir des nouveaux barrages, pour des nouvelles éoliennes, pour augmenter sa capacité de production. Je veux dire, écoutez, avec 150 milliards d'ici 2035, juste des maths rapides, ça fait 15 milliards par année. Il n'y a pas grand profit d'Hydro-Québec qui va être envoyé au gouvernement du Québec avec ça. Là. Non, Il faut être réinvesti dans la croissance. Sans parler des problèmes de fiabilité du réseau, que CBA a déjà annoncé qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'attaquent un peu à ça, parce que les pannes de courant se multiplient un peu partout, ils ont de l'entretien à faire, il y a de l'émondage qui n'a pas été fait, il y a de la négligence des dernières. Je pense que les défis de. Moi, je ne suis pas sûr que j'attendrais après les versements d'Hydro-Québec pour faire mon budget. Là. Non, exact. Ouais. C'est ça qui était frappant, le niveau de zénitude de Girard hier. Puis honnêtement, la seule chose que ça me disait personnellement, c'est que c'est son dernier budget. Le gars a livré, à mon avis, son dernier budget parce que ça va être le problème de quelqu'un d'autre. Puis justement, il a quand même été questionné par les journalistes de ce côté-là. Ça va être qui le prochain ministre des Finances? Il a dit il y a des bonnes chances que le prochain ministre des Finances, ce soit une femme. Puis non. Là, tu te dis, Christy, le gars, il est vraiment en train de. En fait, c'est ce qui me fait le plus capoter, c'est que ce que je me rends compte du gouvernement de François Legault, tu dis que les dépenses ont augmenté de 48 depuis qu'ils ont commencé. C'est systématiquement, François Legault, tout ce qu'il est capable de faire, c'est acheter la paix. Il va acheter la paix avec les médias. Il a carrément acheté. D'ailleurs, il y a encore des nouveaux ajustements au crédit subventions octroyés aux médias. Donc, on achète les médias d'un côté. Je pense que c'est quelque chose comme 54 millions dans les 5 prochaines années de nouvelles dépenses pour les médias. Là. C'est freaky quand tu y penses. Après ça, on a acheté le vote des boomers avec justement des gros chèques promis en campagne électorale qui vont coûter beaucoup d'argent dans les prochaines années. On a acheté toute forme de critique, si on veut, syndicale avec la dernière négo. Moi, personnellement, je comprenais qu'on augmente le salaire des gens à cause de l'inflation qu'on a vécue dans le passé. Par contre, où est-ce que j'ai un bug? C'est que ça a été une belle opportunité manquée. On n'a jamais mis le fonds de retraite à prestations déterminées sur la table dans la négociation. On n'a jamais mis une requête au syndicat pour licencier des gens, carrément. On essaie de nous faire croire que la fameuse promesse de 5000 employés renvoyés au niveau des... Hey, ça, c'était de la poutine administrative de Sonia Lebel hier. C'était n'importe quoi. Oui. Je sais pas si vous l'avez suivi un peu, les ce bout-là, chiffres. On regarde les chiffres, je veux dire, c'est très clair. Quand on entendait la ministre Lebel dire oui, on a coupé ces 5000 postes-là, quand ils ont commencé, il y avait 68 000 employés dans les ministères. Aujourd'hui, il y en a 78 000. Exact. Je cherche c'est quoi les 5 000 postes qui ont été coupés. Ça, c'est qu'on prend juste des employés des ministères. Parce que si on prend l'ensemble des employés gouvernementaux, on tasse de 72 000 depuis que le Legault est là. On est passé de un tout petit peu moins de 500 000 employés de l'État à 571 000 en date du 31 mars cette année. C'est une augmentation fulgurante. Et je pense que ça montre un gouvernement aussi qui est sur le pilote automatique. Oui. Dans le fond, à chaque fois qu'ils disent, écoutez, on a un problème à régler, ils vont demander aux fonctionnaires. Les fonctionnaires vont dire, écoutez, on a besoin de tant de budget puis tant d'équivalent temps plein. Puis ils vont dire oui. Puis ils vont dire, parfait, génial, engagez tant de monde, mettez tant de budget. Là, quand le problème n'est pas réglé, ils disent, c'est parce que finalement, on avait besoin de tant d'équivalent temps plein de plus, puis tant de budget de plus. Puis ils disent oui. À chaque fois. Parce que, je veux dire, les dépenses ont une augmentation de 40 %. On a 72 000 employés de l'État de plus. Est-ce que vous sentez que les services du gouvernement du Québec sont livrés 48 % plus vite qu'ils l'étaient il y a 6 ans? Écoute, tu viens de mettre le doigt sur la qualité des services est 48 % meilleure qu'elle était il y a 6 ans? Absolument pas. On a plus de fonctionnaires, on a plus d'administrateurs, on a plus de gens qui vont pousser du papier vers d'autres gens.
Puis ça donne le budget qu'on a vu hier, avec 11 milliards de déficit, malgré, je veux dire, quand même une augmentation des revenus qui était importante dans les dernières années. Écoute, Ouais. tu mets exactement le doigt sur ce qui se passe avec le gouvernement Legault. C'est un gouvernement qui n'est pas intéressé par la gestion de l'État québécois. Tu sais, on va se le dire, c'est pas une job si agréable que ça d'être ministre ou encore moins ministre des Finances ou du Conseil du Trésor. Ta job, c'est principalement de dire non normalement. Le premier ministre, sa job, c'est souvent de dire non. Lisez n'importe quelle biographie de premier ministre, vous allez vous rendre compte que le mot qu'il prononce le plus souvent dans sa vie, c'est non. Il s'agit de voir l'exercice budgétaire. Il y a plein de gens qui arrivent avec leurs requêtes. Ben, il faut que tu leur dises non plus souvent qu'autrement. Mais on a l'impression que ce gouvernement-là, quand il y a une requête qui vient de la machine, on dit oui. Puis la raison pourquoi on dit oui, c'est qu'on n'est pas intéressé par sa gestion. On n'est pas intéressé par les rouages réellement de l'État québécois. C'est comme si les gens ont parvenu au poste de ministre, au poste de premier ministre au niveau de la CAQ et que c'était en soi ça l'objectif, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre objectif. Il n'y avait pas un objectif de réforme du Québec. Il n'y avait pas un objectif d'amélioration du Québec. L'objectif était d'arriver en poste. La dernière fois, j'ai vu ça personnellement, c'est Pauline Marois. Son objectif à elle, c'était d'arriver en poste. Puis on sentait que d'un coup qu'elle est arrivée en poste, elle ne savait plus quoi faire. Moi, ce que je trouve décevant, puis là-dessus, je me mets là-dedans, je suis une des personnes qui a voté contre les libéraux en 2018, qui a voté pour la CAQ afin de tasser les libéraux. C'était pas un vote pro-CAQ, c'était vraiment plus un vote anti-libéral, je pourrais dire. Et on est obligé de se rendre compte que le dernier bon budget qu'on a eu au Québec, c'est un budget Lighthouse, qui est un budget qui faisait des surplus en temps économiquement fast. Parce que les années, tu sais, si on prend, mettons, le scénario lunettes roses à Girard, là, puis on se dit ce qui est écrit dans le budget là, d'ici 2029-2030, c'est ça qui va arriver. C'est jamais ça, là, mais mettons que c'est ça qui arrive. Tu vas avoir passé une décennie de 2020 à 2030 avec aucune récession, parce que c'est quand même ça qui est pas mal prévu, ou très petite récession fin 2023, et aucun surplus budgétaire. Ouais. On n'est pas prêt à une crise, là. Et tout ça étant possible, Renaud et Yann, parce qu'ils ont modifié la loi sur l'équilibre budgétaire qui a fait un genre de reset. Hein. Donc, le 5 ans de la loi, là, il est à partir de maintenant. Donc, c'est pour ça qu'ils nous sortent ces chiffres-là. C'est ça. Puis d'ailleurs, je quand même le dire, là, il y avait quelques bons articles de journaux là, dans la couverture. Là, pour une fois, j'ai trouvé là, dans la presse, entre autres, Stéphanie Gramman qui parle de ça. L'entourloupette d'Éric Girard. C'est comme quoi que ils se trouvent bien fins, eux autres là, mais en gros, c'est parce qu'ils ont tripoté cette loi-là que ça leur permet de faire ça. Mais tu sais, c'est avant que je te laisse répondre, Renaud, je trouve ça incroyable, moi, de voir les gens qui réagissent. En ce moment, il n'y a personne d'heureux. Là. Il n'y a personne d'heureux, mais tous les caquistes ont l'air. Ils ont l'air à trouver que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Tu sais, je regarde, bon, les gens, comme tu l'as dit au début, les gens plus à droite sont comme, OK, mais il y a une perte totale de contrôle des finances publiques. Les gens à gauche sont comme, il n'y a rien pour la crise climatique, puis le transport en commun. Mais tu regardes les publications du gouvernement, puis tu vois des affaires de même. Là. Et nous avons choisi la voie de la responsabilité. Cela nécessite du courage et de la prudence. Tu sais, des genres de phrases vides. J'ai vu Legault aussi qui disait on a décidé d'investir dans l'avenir. Puis, ouais, mais tu peux pas dire ça avec 11 milliards de déficit. Mais non, et surtout, je veux dire, à un moment donné, il y a un point où quand un politicien répète un mot vraiment suffisamment souvent, on dirait qu'il essaye de se convaincre lui-même. Parce que, bon, hier, le ministre des Finances parlait d'un budget responsable, d'un budget prudent. C'est le plus gros déficit de l'histoire du Québec. C'est même pas durant la COVID qu'on va avoir fait le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Là. Ça va être cette année, avec aucun nouveau programme, avec rien pour montrer en arrière. Et vraiment, premièrement, il n'y a absolument rien de responsable à un déficit de 11 milliards dans une situation comme celle qu'on a présentement. C'est vraiment il y avait des choix qui s'imposaient et qui n'ont pas été faits, qui ont été remis à plus tard. Puis on va voir. Peut-être que le prochain budget aura un peu plus de choix qui auront été faits dedans que le budget actuel. Mais il n'y a rien de responsable, il n'y a rien de prudent. C'est vraiment un budget qui, essentiellement, ça donne un état des lieux. Puis après ça, on va voir ce qu'on va faire plus tard. Il y a quand même du positif. Écoutez, le processus d'examen des dépenses. Puis ça,
Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'y croient pas à 100%, dans le sens où il n'y a pas de chiffre qui est mis à côté. Le gouvernement n'a pas dit combien est-ce qu'il pense aller sauver avec ça. Mais le fait qu'il s'engage à le commencer, puis pas dans 1 an, dans 2 ans, qui va commencer dès le printemps. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'en vient bientôt. À passer ligne par ligne dans les dépenses des ministères, à passer ligne par ligne dans les dépenses des organismes du gouvernement, à se demander est-ce que ces dépenses-là valent la peine, est-ce qu'elles atteignent leur objectif, est-ce qu'il y a des manières plus efficaces de faire ça. J'ai bon espoir qu'à terme, ça nous permet de sauver une couple de milliards par année en dépenses. Le fédéral l'avait fait d'ailleurs après la crise de 2008. Une des choses qui a permis de revenir à l'équilibre budgétaire dans le dernier budget Harper, c'était qu'il avait fait un comité de révision des dépenses et qui avait généré 5 milliards en économies récurrentes sur une base annuelle. Ben, écoutez, si le budget du Québec est capable d'avoir 3-4 milliards d'économies qui sont générées, ça va valoir la peine. Un exemple de ça, excuse-moi de te couper Yann et Renaud, mais un exemple de ça, est-ce que ça peut être, par exemple, ce que j'ai vu dans les détails du budget, qu'ils ont enlevé une espèce de crédit d'impôt pour garder les aînés au travail en disant, ben là, en pénurie de main-d'œuvre, tu n'as pas besoin de donner des subventions au monde finalement pour garder des gens plus âgés au travail. Ils vont les garder pareil, ils n'ont pas de personnel. Absolument. Puis, que ce soit ça ou la révision, puis écoutez, c'est très, très, très timide ce qu'ils ont fait, mais la révision à la baisse du crédit d'impôt pour les jeux vidéo, essentiellement pour l'industrie des jeux vidéo, qui va passer de plus en plus vers un crédit non remboursable au lieu d'un crédit remboursable. Est-ce que c'est très, très, très timide ce qu'ils ont fait? Oui. Mais est-ce que ça va dans la bonne direction? Ben oui. Et en faisant cette révision-là, en regardant autant au niveau des différentes subventions qu'on donne par le régime fiscal, mais aussi au niveau des différents programmes où on dépense, des différentes lignes dans chaque budget des ministères et organismes. J'ai de la misère à croire que dans le budget de 157 milliards qui a été déposé hier, on n'est pas en mesure de trouver 3-4 milliards de gaspillage. En fait, ce qui est un peu hallucinant, c'est que l'examen de processus de révision des dépenses, ligne par ligne que tu viens de décrire, moi, dans mes attentes normales, ce serait ce que les ministres feraient chaque année dans leur ministère. Absolument. Soyons honnêtes, là, je veux dire, c'est pas normal qu'on annonce ça dans un budget. Moi, dans ma tête, je vais prendre un gars comme Éric Kerr qui gère un ministère de 120 millions. Là. Je veux dire, come on, t'es capable là, de faire ta révision à chaque année. Le gars à francophonie aussi. Peut-être que c'est plus dur pour Dubé avec la santé. Fair enough. Mais je veux dire, comment? C'est quelque chose qui devrait être fait tout le temps. Mais oui, tu as raison, c'est vraiment une bonne nouvelle de ce côté-là. Il y a un point dans le budget, moi, je trouve, qui est intéressant, puis que personne ne va parler, c'est qui est-ce qui va enlever le chéquier à Fitz? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Fitz, c'est un personnage qu'on adore. Il y a une désinvolture qui est magique. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros chéquier dans les mains. Il y a un budget d'à peu près 1,5 milliard de son côté à gérer. L'année passée, on lui avait donné à peu près 1,5 milliard, puis il a défoncé son budget de 250 millions. Je veux dire, cette année, on prévoit que son budget va diminuer par rapport à ce qu'il a dépensé l'année passée. Justement, c'est une des manières d'arriver à l'équilibre budgétaire, sans trop le dire. C'est pas identifié, mais quand tu regardes les chiffres, tu vois que c'est ça un peu. Mais je veux dire, le gars a manqué sa cible de 250 millions l'année passée. Là, on nous dit qu'on va réviser les crédits d'impôt aux entreprises, tout ça, qui est un peu sous sa gouverne. Mais le gars est incontrôlable. Fitzgibbon est totalement hors de contrôle avec son chéquier. Y a-t-il quelqu'un qui va y enlever le chéquier à un moment donné? Parce que moi, ma prédiction, c'est qu'on va ouvrir le budget l'année prochaine puis on va se rendre compte que Fitz, il a encore défoncé son budget. C'est fort possible. Je veux dire, il y a bien des choses à apprécier de Fitzgibbon. Une d'entre elles, c'est qu'il a vraiment compris qu'il y a un niveau où ça ne vaut plus la peine de plier à la critique. Exact. Parce que, bon, les gens qui sont insatisfaits par l'action vont continuer à être insatisfaits même s'ils reculent. Puis les gens qui sont satisfaits par l'action qu'il a prise vont être insatisfaits s'ils reculent. Fait que ça, il y a un point à admirer. Cela étant dit, je pense que c'est clair. Puis, je veux dire, je parle à des gens qui le comprennent. Les subventions aux entreprises, c'est pas quelque chose qui fait vraiment croître l'économie du Québec. Non. Si les subventions faisaient autant croître l'économie du Québec que ce que le gouvernement nous dit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je veux dire, aujourd'hui, Hong Kong, ça serait Montréal, essentiellement, là, en termes de PIB par capita. On n'est vraiment pas là. Mais cela étant dit, je pense que déjà, il y a une volonté de contrôle de plus dans ce budget-là. Au moins qui est exprimé par l'examen des dépenses. Ça, je pense que ça va faire du bien. Puis on va voir si le gouvernement va encore aller de l'avant avec les mêmes subventions, dans le sens où, bon, le gouvernement Legault croit
au dirigisme économique, qui croient au fait que d'envoyer des gros chèques à droite, à gauche, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est un gouvernement aussi qui lit les sondages. Puis je dois vous avouer que Nordvolt, là, leur dernière subvention, ça n'a pas l'air de très bien aller pour eux en termes d'appui populaire pour ce projet-là ou en termes d'appui populaire pour les subventions qu'ils ont mis en Ben arrière. non. Et je pense que de plus en plus, il y aura une volonté. OK. J'espère que de plus en plus, il y aura une volonté dans ce gouvernement-là d'y aller un peu plus mollo au niveau des dépenses en subvention. Mais c'est ça l'affaire, c'est que peut-être, puis on va pas trop prendre de ton temps pour le reste de ta journée après, là, mais c'est difficile de comprendre pourquoi parce que, tu sais, on le sait, là, les groupes de pression, les villes, les gens, toutes les parties prenantes là, qui vont dans ce genre d'exercice-là ou qui tournent autour du gouvernement, eux, ils veulent de l'argent. Les sociétés de transport veulent de l'argent, les villes veulent de l'argent, les organismes communautaires veulent de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Par contre, tant au niveau canadien que québécois, quand tu sondes les gens, c'est très clair là, ce qu'ils veulent. C'est très, très clair. J'ai deux trucs à montrer. Là. Le premier, c'est celui-là ici. Là. L'augmentation consentie des employés de l'État augmente les dépenses du gouvernemental de 11 milliards. Selon vous, quelle action du gouvernement devrait être prioritaire? Sondage Somme fait par Le Soleil. 60% des gens disent qu'il faut réduire les dépenses. Ce que fait la CAQ, là, c'est le petit carré rouge qui représente 20% de la population. Exact. Ouais. Et si on va au niveau canadien, parce qu'il y aura les mêmes enjeux au niveau de Chrystia Freeland et Justin Trudeau, les chiffres sont encore plus parlants. 37,8% des gens disent faut couper les dépenses et rembourser la dette. 25,1% disent couper les dépenses, couper les taxes. 24% des gens disent je continuer comme ça. Un maigre 7,2% des gens qui disent augmenter les taxes puis continuer à dépenser de même. T'sais, demandez-vous pas d'où vient le succès de quelqu'un comme Pierre Poilievre. Il est exactement dans le edge ici là, de la majorité de la population qui dit non, là, c'est vraiment le temps que vous coupiez là, dans des dépenses. Là. Puis, tu sais, là, on va essayer de nous sortir l'épouvantail. J'ai vu hier, Jean-François Lisée a déjà commencé. Là. Ouais, mais là, dites-nous dans quel service aux gens vous voulez couper. Puis, est-ce que c'est les gardes. C'est l'effet miroir. Hein? On donne le bénéfice, non pas le bénéfice du doute, mais le fardeau de la preuve à celui qui critique. Et je pense que, puis effectivement, avec ces sondages-là, je veux dire, pendant un bon bout de temps, on me disait non, parce qu'à chaque fois qu'il y a des coupes, on va le sentir dans les services. L'inverse devrait être vrai. À chaque fois que les dépenses augmentent, on devrait le sentir dans les services. Là, les gens voient qu'au fédéral, on a eu une explosion des dépenses. Puis, excusez-moi, le fédéral n'est pas tant plus présent que ça dans nos vies, ou en fait pas tant plus que ça pour nous. Il est mêlé dans ses lacets souvent. Oui, puis au niveau du provincial, c'est la même chose. Écoutez, 48% d'augmentation des dépenses en 6 ans. Je veux dire, les files d'attente en santé sont tout aussi pires qu'elles étaient autrefois. Notre système d'éducation a autant de difficultés qu'il y en avait il y a 6 ans. Les parents n'ont pas de place en CPE. Et puis les parents n'ont pas de place en CPE. En fait, on est encore dans un moment où le meilleur moyen d'avoir une place en CPE, c'est d'avoir une connexion et de connaître quelqu'un. Fait que c'est pas... On parle beaucoup, on nous présente beaucoup le panier de services comme étant la raison pour laquelle on paye tant d'impôts que ça, mais rendu là, le panier de services commence plutôt à ressembler à un ensemble de files d'attente. Oui, le panier, il y a des trous. Là. Il y en a beaucoup. Puis tu sais, les critiques qui ont été faites envers les baisses d'impôts l'année passée, il y a des nuances qui sont... En fait, il y a des nuances que j'aimerais qu'on apporte par rapport à certains médias. L'année passée, on sait, on baisse 2 paliers d'imposition de 1%. Ça a un impact au niveau budgétaire. C'est un impact qui est mesuré non pas de manière dynamique, mais statique, dans le sens que on baisse les impôts, on sait combien on ramassait d'impôts l'année d'avant, donc voici le montant qui va être, qui ne sera plus disponible pour le gouvernement. Sauf que quand tu regardes un peu dans le budget, tu te rends compte, je pense que Frank t'avait sorti le chiffre tantôt, les impôts des particuliers ont quand même augmenté là, dans la dernière année. À cause de l'inflation, là, notamment. Là, parce que la hausse des salaires, les gens ont des augmentations de salaire, donc le montant total qui est envoyé est plus grand. Là, je l'ai ici quelque part. Oui, puis négligeons pas l'effet que ça, c'est une mesure qui était statique. Mais si on pense à une mesure dynamique, ben, Christy... 3,5 milliards. Tu sais, je veux dire, qui est rentré en impôts. On a une baisse. On a la baisse d'impôts qui devient effective à partir du mois de juin l'année passée. C'est là que les gens, sur leur chèque de paye, ont commencé à avoir une différence avec la baisse d'impôts.
en même temps, c'est là qu'on commence les trimestres négatifs de croissance économique. Moi, je me dis, sans cette baisse d'impôts-là, le ralentissement Ça économique aurait aurait été été bien plus payé. grand. Là. Ouais. Tu sais, fait que on est vraiment dans une position où est-ce que tu te dis, ouais, OK, oui, il y a l'évaluation statique de tout ça, mais les impôts des particuliers ont quand même augmenté dans le budget. Ça, gardez ça en tête. Puis l'autre précision que je voudrais qu'on apporte, c'est au niveau des transferts fédéraux. Les transferts fédéraux, on aurait une baisse de 6 cette année. C'est identifié par certains comme étant la cause principale du gros déficit qu'on a. Évidemment, les péquistes vont sauter là-dessus comme... Ouais, c'est 3 pour et quelques milliards là, de moins. Exact. Là. Mais la game que les gens comprennent mal, puis c'est une question que j'ai posée directement à Girard, sa réponse était super bonne. Il dit non, il dit il y a quand même des montants ponctuels qu'on a reçus l'année passée. Donc, l'année qu'on a fait 6,3 milliards de déficit, on recevait des montants de transferts fédéraux qui étaient exceptionnels, qui étaient pas récurrents. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là, tu as négocié avec la fonction publique dans une année que tu as fait 6,3 milliards de déficit, que finalement, ça aurait dû être 8 ou 9. C'est carrément ça, là. Ça aurait Ouais. dû être 8 ou 9 milliards de déficit. Puis tu as ouvert les coffres de l'État à la fonction publique toute grande en augmentant les salaires des gens sans demander de coupe de personnel puis sans jouer dans leur fonds de pension. Man, t'es-tu tombé sur la tête? Ouais. C'est- Et au niveau des transferts fédéraux, en fait, puis ça, c'est. J'ai l'impression qu'on va en savoir plus dans le prochain budget, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement du Québec planche sur l'idée d'avoir beaucoup plus en transferts fédéraux. Ce qui n'est pas Je veux dire, garanti. c'est pas garanti, mais il y a quand même, bon, il y a les libéraux et le NPD qui ont décidé que, fidèles à leur tradition, ils allaient se mêler des affaires des provinces avec les programmes d'assurance dentaire et d'assurance médicaments. Puis Ouais. le Québec là-dessus, le Québec et Obtaignarde. l'Alberta, c'est vraiment les deux provinces qui le font le mieux et qui disent ben non, écoutez, c'est pas la responsabilité d'Ottawa. Fait que si vous voulez qu'on fasse quelque chose, envoyez-nous de l'argent. Nous, on va s'en occuper. On va le placer en santé. On va le placer là où ça va faire la différence. Mais ce n'est pas à vous de nous dire quoi faire avec cet argent-là. Et je pense que dans le prochain budget, ou du moins dans les prochaines présentations budgétaires, j'ai cette impression que le gouvernement du Québec va commencer à parler de plus en plus de qu'est-ce qu'il s'attend à recevoir en transfert pour remplacer ces deux programmes-là. Puis il va commencer à les inclure dans ses revenus généraux. Je pense que de plus en plus, on va aussi s'enligner vers une réduction du déficit, pas parce que Québec fait les choix nécessaires et coupe au niveau des dépenses, mais parce qu'il s'attend à avoir des plus gros chèques d'Ottawa. Ah non, Ça, c'est un pari très risqué, là, considérant les sondages fédéraux actuels. Là. Ce serait très possible que cette stratégie-là soit à très moyen terme peu rentable. Ou juste considérant le déficit fédéral actuel. C'est Exact. pas comme si le fédéral avait tant d'argent de plus que ça à envoyer aux provinces. On continue à s'endetter. Oregon, ben là, c'était supposé être 40 milliards de déficit dans la dernière mise à jour. Mais le directeur parlementaire du budget parle plutôt de 46-47 milliards. On va voir le 18 avril prochain, ça va être quoi. Mais je veux dire, au fédéral, les finances ne sont pas plus roses qu'elles ne sont au Québec. D'ailleurs, François Legault, hier, il n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas besoin de ça, un directeur de budget au Québec, parce qu'il y avait assez de CA sur le conseil. Mais, CA qui est un titre qui n'existe plus. Là. C'est de toute façon, déjà, pour un gouvernement comptable, ils ont vraiment de la misère à équilibrer leurs revenus et leurs dépenses. Là. Ça, c'est l'enfer. c'est assez dommage de voir ça. Ils sont faits de millions par des médecins, il faut quand même le dire. Oui, mais au niveau du directeur parlementaire du budget, c'est peut-être mon côté un peu cynique, mais ça ne me surprend pas. Parce que le directeur parlementaire du budget, c'est des choses que tous les politiciens de l'opposition adorent. Parce que ça leur permet d'avoir des chiffres pour dire au gouvernement, ben écoutez, là-dessus, vous nous dites que ça va uniquement coûter tant, mais le vrai chiffre, c'est ça. Ça, c'est ce que le directeur parlementaire du budget permet d'avoir. Quand tu es au gouvernement, c'est pas super le fun d'avoir quelqu'un qui devient un outil pour te critiquer. C'est la même chose avec l'accès à l'information aussi. Je veux dire, chaque parti qui est à l'opposition parle de réformer la loi sur l'accès à l'information, dit que c'est absolument aberrant à quel point c'est difficile d'avoir des informations. La minute où ils sont élus et que c'est leur scandale qui vont sortir avec l'accès à l'information, je peux vous dire que cet engagement-là prend le bord.
Ouais, tout d'un coup, Exactement. ils vont au Staple puis ils achètent une palette de Sharpie. C'est ça la réalité. Il faut quand même le dire. Hey, Ouais. merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Je ne veux pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu as probablement d'autres interventions à faire pour commenter. C'est la grosse journée du budget aujourd'hui. Fait que on te laisse aller puis on te remercie. Puis peut-être qu'on on se reparlera peut-être pour le budget Freeland parce que ça aussi, ça risque d'être Il y a d'être beaucoup d'entre rouges. Ouais, Hey boy. il y a beaucoup de rouge, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge. Faut se le dire. Fait que merci d'avoir été là, Renaud. Ça a été un plaisir. Merci de l'invitation, puis à bientôt. Yes. Yes, pour les gens qui nous suivent sur Patreon, on continue sur le budget pour les prochaines 50 minutes.